Aujourd'hui, il arrive. Il connaît vos espoirs secrets, il voit au plus profond de vos rêves, et il peut exaucer tous vos souhaits. Je ne suis pas un être cupide, mais je pense qu'$1 million. J'aimerais que ma beauté soit éternelle. Même si cela doit vous tuer. Que votre vœu soit exaucé. Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième et dernière vidéo sur la peau de chagrin. Et si vous n'avez pas vu les deux autres, je vous encourage à le faire, les liens sont dans la description. Alors dans celle-ci, on va parler d'un sujet qui est directement lié à ce mystérieux objet qui donne son nom au roman, une peau de chagrin. Et qu'est-ce qu'une peau de chagrin? Bon déjà ça n'a rien à voir avec le chagrin, genre je suis triste, j'ai du chagrin. Le chagrin c'est un morceau de cuir qui est fabriqué avec de la peau d'onagre, et l'onagre c'est une variété d'âne sauvage qui vit en Asie. Et un avertissement bien mystérieux est gravé sur ce morceau de cuir, et on va prendre le temps de le lire en entier. Si tu me possèdes, tu posséderas tout, mais ta vie m'appartiendra. Dieu l'a voulu ainsi. Désire et tes désirs seront accomplis. Mais règle tes souhaits sur ta vie. Elle est là. À chaque vouloir, je décroîtrai comme tes jours. Me veux-tu? Prends, Dieu t'exaucera. Soit. La mise en page que vous avez vue sur l'écran est la même que dans le roman, c'est-à-dire avec cette forme-là. Et c'est pas juste pour faire beau, il y a aussi une raison à ça, raison assez facile à deviner si vous avez lu le roman ou si vous avez vu le résumé. Mais on peut aussi y voir une petite allusion grivoise qui ne serait pas sans rapport avec le sujet dont on va parler aujourd'hui. En tout cas, la peau de chagrin exauce les désirs de celui qui la possède, mais en contrepartie, pour chaque désir réalisé, elle rétrécit un peu. Et lorsqu'elle a entièrement disparu, eh bien son propriétaire meurt. D'où l'expression se réduire comme peau de chagrin. On a donc affaire à une histoire un peu du genre pacte avec le diable, dans laquelle le personnage principal, Raphaël, entre en possession de la peau de chagrin. Ses désirs vont être réalisés, mais ça va lui coûter cher. Et les histoires de désirs exaucés qui en fait s'avèrent être une malédiction, mais il y en a plein. John Milton. Très heureux, monsieur. Mais il y en a surtout une qui a beaucoup inspiré Balzac, le mythe de Faust. Et plus précisément la version de 1808 écrite par Goethe, dans laquelle Faust est un vieil érudit qui a consacré toute sa vie au savoir et à la connaissance, et qui se dit qu'il aurait peut-être dû profiter un peu plus. Et ça tombe bien parce que Méphistophélès apparaît et il lui propose de lui rendre sa jeunesse et en plus d'exaucer tous ses désirs. Mais en échange, Faust devra lui céder son âme et il accepte le deal. Et tout comme Faust, Raphaël accepte le deal avec la peau de chagrin. Juste avant qu'il accepte, le vieil antiquaire qui la lui donne tente de le prévenir. Mais le truc c'est qu'au lieu de l'avertir clairement, il lui dit ceci. Vouloir nous brûle et pouvoir nous détruire. Et derrière tout cela se cache le plus grand des maux, la vanité. Alors ça me fait très plaisir de revoir Jean-Pierre Mariel, mais quand même il est beaucoup trop classe pour jouer ce rôle, parce que dans le roman, l'antiquaire ressemble plutôt à un vieux gnome décrépit qui fait un peu flipper. Mais surtout, c'est pas exactement ça qu'il dit à Raphaël, parce que le truc sur la vanité, là, je sais pas d'où ça sort. La vanité, c'est décidément mon péché préféré. Parce que dans le roman, le conseil que donne l'antiquaire est exactement le suivant. Vouloir nous brûle et pouvoir nous détruit, mais savoir laisse notre faible organisation dans un perpétuel état de calme. C'est quand même pas pareil. Alors pour défendre un peu Raphaël, c'est vrai que si je suis sur le point de signer un pacte avec le diable, et qu'en guise d'avertissement, on me balance une phrase comme ça, je sais pas trop si ça va m'aider. Mais si on comprend bien ce que l'antiquaire a voulu dire par là, alors il y avait peut-être de bonnes raisons, effectivement, de ne pas accepter la peau de chagrin. Première bonne raison d'après l'antiquaire, vouloir nous brûle. Autrement dit, le désir serait comme un genre de brasier qui consume peu à peu notre existence, et c'est vrai que c'est à peu près ce que fait la peau de chagrin. Une métaphore. Effectivement, la peau de chagrin semble être une métaphore, plutôt une allégorie en fait, d'un désir qui consume notre existence. Le roman démarre en décrivant Raphaël qui est parti pour aller se suicider, suicide qui finalement n'aura jamais lieu. Et ce qu'on va comprendre plus tard, c'est que ce qui l'a amené à cette situation de désespoir, eh bien ce sont tout un tas de désirs qu'il n'est jamais parvenu à concrétiser. Désirs de célébrité, de reconnaissance sociale et même désirs amoureux qui finalement vont lui coûter cher au sens propre comme au sens figuré. Et c'est justement cet enjeu qui a donné son titre à une des adaptations cinématographiques de La peau de chagrin, Slave of Desire, donc Esclave du désir, réalisée en 1923 par George D. Baker. Et cette idée du désir comme cause de la souffrance, alors ça c'est une vieille idée, et d'une certaine manière elle est déjà présente dans l'étymologie même du mot. Désir vient du verbe latin desiderare, qui signifie constater l'absence de
ou ne plus pouvoir contempler, et ce verbe dérive lui-même de sidus, qui signifie planète, étoile, constellation ou astre. Desiderare, c'est donc constater l'absence de ou ne plus pouvoir contempler un astre ou une planète. Et donc, étymologiquement, le désir est déjà associé à l'idée du manque, ce qui finalement est assez logique puisqu'on désire forcément ce qu'on n'a pas. Pour autant, est-ce qu'il faut chercher à combler ce manque? Alors c'est là que ça va commencer à se compliquer. Dans pas mal de religions, on a plutôt tendance à penser qu'il vaut mieux éviter. Dans le christianisme, par exemple, céder au désir, c'est souvent céder à la tentation, et la tentation, c'est mal. Si Adam et Ève ont choisi de croquer dans la pomme, c'est pas juste parce qu'ils avaient faim, hein. Ils auraient pu se servir dans tout un tas de pommiers. Dieu était d'accord avec ça, il leur avait dit « servez-vous où vous voulez », sauf dans cet arbre-là, qui est l'arbre de la connaissance. Ce qui au passage est un peu vache de sa part, parce que tout le monde sait bien que si tu dis « tu peux ouvrir toutes les portes, sauf celle-là », ah oui, forcément... Bien. Voilà, je te remercie. En se servant dans cet arbre, ils ont cédé au désir de savoir ce que seul Dieu était censé connaître, c'est-à-dire à peu près tous les secrets de l'univers, ce qui leur a coûté cher. Alors chez les bouddhistes, c'est encore plus clair. Le désir, c'est la source de la souffrance. C'est le lien qui enchaîne la créature à son existence, et pour parvenir à s'élever spirituellement, il faut couper ce lien, c'est-à-dire renoncer à ses désirs. Alors c'est sûr, c'est pas donné à tout le monde d'arriver à faire ça, mais c'est le chemin qu'il faut prendre pour atteindre le nirvana. Cela dit, pour ne plus rien désirer du tout, il faut commencer par désirer de ne plus rien désirer. Et donc il faut désirer quand même. Alors les religions n'ont pas le monopole de la méfiance par rapport au désir. Il y en a aussi pas mal du côté des philosophes, et notamment dans l'Antiquité. Alors il y en a un qui est très connu pour ça, parce que c'est un vrai spécialiste du sujet, c'est Épicure. Pour Épicure, le désir nous empêche d'atteindre l'ataraxie. Alors l'ataraxie, c'est pas une planète sur laquelle vivraient les ataraxiens. Ça veut dire l'absence de trouble, c'est-à-dire que l'âme et le corps ne sont troublés par plus rien du tout. On est là, on est bien, on se sent bien, tout est super, c'est l'ataraxie. État qu'Épicure assimile tout simplement au bonheur. Et pour parvenir à cet état de bonheur, Épicure propose 4 remèdes, et on va aller directement à celui qui nous intéresse, la distinction des désirs. Si le bonheur, c'est l'absence de trouble pour l'âme et pour le corps, et que le désir est un manque, on est face à un problème. Exemple. Ah, je suis bien là. Je suis détendu, je suis tranquille, besoin de rien. Alors quoi que si j'avais un petit écran plat juste là sur mon mur en parpaing, ah, je pourrais mater des séries. Ouais, mais si je fais ça, j'aurai plus d'argent à la fin du mois. Ou alors je me fais quelques week-ends d'intérim et puis je me le paye. Ouais, mais non, j'ai pas envie de faire ça. Remarque que sur Amazon, ils sont pas si chers. Ouais, mais je vais quand même pas me payer un truc fait par des enfants chinois qui va faire le tour de la planète avant d'arriver chez moi. Oh mais c'est relou, pourquoi c'est toujours compliqué comme ça? Ça pourrait pas être plus simple, la vie des fois, c'est chiant quoi, mais voilà, je suis énervé, ça y est, merde. Et ben voilà, je suis sorti de l'ataraxie. En effet, comment faire pour être tranquille si mon corps et mon esprit éprouvent un manque de ceci ou de cela? Et d'après Épicure, il faut donc apprendre à maîtriser ses désirs. Et comme c'est pas facile à faire, il commence par les classer en 3 catégories. Il y a d'abord les désirs naturels et nécessaires, c'est-à-dire tous ceux qui sont indispensables à la survie, comme manger ou boire, ou nécessaires à l'absence de troubles, par exemple la suppression de la douleur quand c'est possible, et ce sont des désirs que finalement on pourrait assimiler à des besoins. Il y a ensuite les désirs qui sont naturels mais non nécessaires. Alors ceux-là ils sont naturels certes, mais ils ne sont pas nécessaires à la survie. Par exemple le désir sexuel c'est naturel certes, mais si on s'abstient ça va, on va pas en mourir. Et il y a les désirs qui sont non naturels et non nécessaires, par exemple le luxe, la richesse, les honneurs, la célébrité, bref vous pouvez mettre tout un tas de trucs là-dedans. Et pour Épicure, seule la satisfaction des désirs naturels et nécessaires permet de mener une vie heureuse. Si on a soif, il faut boire un peu d'eau, si on a faim, on mange une pomme ou un bout de pain, mais c'est pas la peine d'aller chercher des trucs sophistiqués, ça sert à rien. D'ailleurs, ça me fait penser que je voudrais dire aux gens qui parfois ont tendance à dire ce genre de choses. Je suis une personne qui apprécie les bonnes choses. Un bon vin, un bon restaurant, un whisky, un cigare cubain. Finalement, je me définirais comme un épicurien. C'est pas ça être épicurien, hein. Pas du tout, hein. C'est même plutôt le contraire en fait, hein. Normalement, tout ce qui est superflu, ça dégage. Ce qui compte, c'est la modération. Et la modération, pour un philosophe grec, c'est important, parce que quand on n'en a plus, alors le désir peut devenir sans limite. Et si en plus, vous disposez d'un pouvoir qui permet de satisfaire un désir illimité,
alors il y a un risque que vous tombiez dans l'hybris, c'est-à-dire un genre de folie des grandeurs. Et là, franchement, vous n'êtes pas bien, parce qu'en général, les dieux n'aiment pas ça du tout. C'est ce qui arrive, par exemple, à Daniel Dravo dans L'homme qui voulut être roi, roman de Kipling, adapté en 1975 par John Huston. C'est aussi ce qui arrive à Tony Montana, même si, ironiquement, ce qui va le condamner, c'est la seule bonne action qu'il aura faite pendant le film, où c'est encore Charles Foster Kane qui finit sa vie seul et malheureux, alors qu'il est devenu l'un des hommes les plus puissants du monde occidental. Et pouvoir exaucer n'importe lequel de ses désirs, c'est très exactement ce que permet la peau de chagrin. Or, rappelez-vous le conseil de l'antiquaire à Raphaël, vouloir nous brûle, mais aussi pouvoir nous détruit. Si le désir c'est le manque de ce qu'on n'a pas et qu'on est incapable de contrôler ses désirs, alors on va toujours manquer de quelque chose et finalement on va tout le temps être un peu frustré. Mais c'est pas un problème qui devrait normalement se poser à Raphaël, puisqu'il dispose d'un objet magique qui lui permet d'exaucer instantanément tous ses désirs. Et pourtant cet objet condamne à mort tous ceux qui s'en servent. Comme si l'allégorie qui était derrière tentait de nous dire que finalement c'est peut-être pas si bien que ça de pouvoir exaucer instantanément tous ses désirs. Alors on va essayer de trouver des arguments pour voir pourquoi peut-être il faudrait refuser un objet magique qui permettrait d'exaucer tous les vœux, mais je sens que ça va pas être facile. Bon, déjà on peut se dire que quand on désire quelque chose, le plaisir qu'on va éprouver se trouve pas forcément dans le moment où ce désir va être satisfait. Il peut aussi se trouver dans tout le parcours qu'on a fait pour y parvenir. Si on a consacré beaucoup d'efforts pour y parvenir, alors on peut éprouver un petit plaisir supplémentaire. Ça peut être aussi le plaisir de l'apprentissage ou encore la fierté d'être parvenu à faire quelque chose tout seul comme un grand. Si par exemple, à force d'efforts et d'abnégation, je parvenais contre toute attente à maîtriser le kung-fu, et je vous assure que ce serait vraiment contre toute attente, alors ouais, je pense que je serais assez fier de moi et j'éprouverais peut-être un petit plaisir supplémentaire. Je connais le kung-fu. Ah, je sais pas, ça a l'air cool quand même. Je pense que je vais pas y arriver tout seul avec mes arguments moisis là. Parce que si un génie offrait à quelqu'un un objet qui lui permet de réaliser tous ses vœux, et que moi je débarque en mode « Tu sais que c'est pas la destination qui compte. Ce qui compte vraiment, c'est le chemin qu'on emprunte pour y parvenir. » Je pense qu'il va m'envoyer chier. On va être obligé de faire appel à un autre philosophe, et histoire de pas trop s'éloigner du sujet, on va en prendre un qui a beaucoup influencé Balzac. Jean-Jacques Rousseau n'est pas d'accord avec cette idée selon laquelle le désir empêcherait d'accéder au bonheur. Il dit même que c'est l'inverse. Alors ça a l'air un peu tordu comme ça parce qu'il renverse le problème, mais en fait c'est malin. D'après Jean-Jacques, quand on désire quelque chose, on se trompe en pensant que le plaisir qu'on va obtenir va se trouver dans le moment où ce désir va être satisfait. Ça marche pas comme ça. Le plaisir ne vient pas du moment où on satisfait un désir, mais de toute la période pendant laquelle on a attendu que cette satisfaction arrive. Parce que pendant tout ce laps de temps, on a fait travailler notre imagination. Et le plaisir qu'on prend en faisant travailler son imagination peut être bien supérieur à celui qu'on éprouve quand le désir est satisfait. Alors je sais, ça a l'air un peu contre-intuitif comme ça, mais par exemple, quand vous étiez enfant, est-ce que vous n'avez pas pris beaucoup de plaisir en pensant à un cadeau que vous alliez recevoir et en imaginant tout ce que vous alliez faire avec? Alors oui, d'accord, ça marche pas forcément pour tout le monde, et il faut dire aussi que lorsque le désir est satisfait, c'est pas toujours aussi bien que ce à quoi on s'attendait. Parfois, on peut être déçu. Encore une laisse? Et non, c'est un collier, chérie. Et oui, c'est pas toujours aussi bien que ce à quoi on s'attendait. Et d'après Rousseau, lorsque le désir est satisfait, on mesure alors l'écart entre ce qu'on avait imaginé et la réalité de l'objet convoité. Et la magie disparaît. Alors qu'on n'est jamais déçu tant qu'on se projette sur le plaisir qu'on va obtenir. C'est pourquoi, d'après Rousseau, il faut entretenir ces moments de bonheur entre l'instant où le désir naît et le moment où il est satisfait. Parce que c'est le temps pendant lequel l'imagination fait son œuvre et nous projette au-delà des limites du monde réel. Un état que seul le désir rend possible, d'où sa conclusion « Malheur à qui n'a plus rien à désirer ». Et donc malheur à ce pauvre Raphaël, à qui la peau de chagrin exauce instantanément tous ses désirs. Et si, comme l'antiquaire le dit, pouvoir nous détruit, alors Raphaël dispose d'un super pouvoir qui est le super détruit. Vouloir nous brûle et pouvoir nous détruit, mais savoir laisse notre perpétuelle organisation dans un état de... Vouloir nous brûle et pouvoir nous détruit, mais savoir laisse notre faible organisation dans un perpétuel état de calme. Alors ça, c'est quand même un peu bizarre. Je veux dire, autant on voit bien la relation logique qu'entretiennent les verbes vouloir et pouvoir. C'est pas parce que je veux que je peux, et puis c'est pas parce que je peux que je dois forcément le vouloir, ça, d'accord. Mais qu'est-ce que le savoir vient faire là-dedans? Et puis pourquoi est-ce que le savoir laisserait notre organisation dans un perpétuel état de calme? Je veux dire, j'aurais pu faire la même chose avec plein d'autres verbes. J'aurais pu dire vouloir nous brûle et pouvoir nous détruit, mais dormir nous laisse dans un perpétuel état de calme.
Et oui, ça marche aussi, et peut-être même mieux d'ailleurs. Et puis ce troisième temps de la proposition l'a fait basculer dans le registre biologique ou médical, parce que l'idée de faible organisation renvoie directement au corps, un corps fragile en l'occurrence. Et d'après l'antiquaire, le savoir serait la voie à suivre pour préserver ce corps fragile. Alors ça, c'est quand même curieux. Et pour mieux comprendre, on va devoir faire un petit détour par le monde étrange du mesmérisme et de l'énergie vitale. Dans la précédente vidéo, j'avais évoqué l'intérêt de Balzac pour les sciences naturelles. Mais en fait, il s'intéressait à tout un tas de sujets, et notamment à des sujets qui, disons, font beaucoup moins consensus. Balzac s'intéresse par exemple aux travaux de Mesmer. Alors Mesmer était un médecin allemand qui prétendait qu'il existe dans l'univers une sorte de fluide qui relie toutes les choses entre elles, y compris les êtres humains. Ce qui peut faire beaucoup penser à ça. La force, c'est une sorte de fluide créé par tout être vivant, une énergie qui nous entoure et nous pénètre, et qui maintient la galaxie en un tout unique. Mais c'est pas du tout ça, hein. Encore que ça ressemble un peu finalement. D'après Mesmer, les maladies seraient dues à une mauvaise répartition de ce fluide dans le corps. Et en le redirigeant aux bons endroits, en utilisant notamment des aimants, alors on pourrait guérir les malades. À l'époque de Louis XVI, Mesmer a eu son petit succès à Paris, en organisant notamment de grandes démonstrations de guérison collective, des démonstrations faites à base de baquets remplis d'eau magnétisée, jusqu'à ce qu'on lui tombe dessus pour charlatanisme. Et petit hommage en passant comme ça à Alan Rickman. Alors je pense que pour les plus jeunes, ça restera l'acteur qui a joué le professeur Rogue. Turn to page 394. Mais pour moi, Alan Rickman, ça restera d'abord Hans Gruber. And father of five. Et puis le shérif de Nottingham. And call off Christmas. Et puis aussi la voix du robot dans HG2G. What are you supposed to do if you are a manically depressed robot? Bon, je ferme la parenthèse parce que là je m'écarte complètement. Outre les théories mystico-médicales de Mesmer, Balzac s'intéresse aussi à la pensée vitaliste. Alors en gros, l'idée ce serait que toute chose vivante ne peut pas se réduire à un ensemble de processus physiques et chimiques. Il y a un petit quelque chose en plus, une sorte d'étincelle, qu'on ne peut pas vraiment saisir ni reproduire en laboratoire, et qui permet de faire passer de l'état de matière inerte à l'état de choses animées. Une étincelle qui pourrait être insufflée par Dieu, la nature, le cosmos, en fait j'en sais trop rien, mais toujours est-il que cette théorie est défendue par Bichat, un des médecins les plus célèbres du 19e siècle. Et ce médecin a aussi beaucoup influencé Balzac. Et Mesmer et Bichat sont tous les deux explicitement cités dans La peau de chagrin. Raphaël, dans le roman, travaille sur une théorie de la volonté qui, d'après lui, s'inscrit dans la continuité des travaux de ces deux-là. Et il se trouve que Balzac et Raphaël ont beaucoup de points communs, et si Balzac n'a pas écrit une théorie de la volonté, il avait lui aussi une théorie, celle de l'énergie vitale. Alors l'idée, ce serait que nous disposons tous à la naissance d'une certaine quantité d'énergie vitale qui va se diluer inexorablement, et quand il n'y en a plus, eh ben on meurt. Cette énergie n'est pas répartie de manière égale. Certains à la naissance en recevraient beaucoup, ce qui expliquerait qu'ils soient très énergiques et pleins de vitalité, tandis que d'autres en auraient très peu, ils seraient donc beaucoup plus calmes, plus posés, voire carrément amorphes. Salut. Et enfin, cette énergie se dilue plus ou moins vite selon nos modes de vie. Et tout ce qui est passion, sentiments violents, désir, pouvoir, tout ça c'est très consommateur d'énergie vitale, alors qu'il est possible de la préserver beaucoup plus longtemps en restant dans un perpétuel état de calme. Et maintenant, je pense que vous voyez le lien entre cette théorie de l'énergie vitale et la peau de chagrin. C'est chouette comme métaphore, non? Et donc la peau de chagrin ne serait pas seulement une allégorie du désir, mais aussi du dilemme auquel nous serions tous confrontés sur la manière avec laquelle il faudrait vivre sa vie. En gros, est-ce qu'il vaut mieux vivre à fond la caisse façon rockstar et tout cramer en 2 secondes, ou au contraire essayer de se préserver pour durer le plus longtemps possible? Mais pourquoi est-ce que le savoir laisserait notre faible organisation dans un perpétuel état de calme? Alors on peut imaginer, c'est une supposition, qu'il y a une référence directe à Platon qui défend l'idée que, et on y revient, pour échapper à la tyrannie du désir, il faut consacrer toute son énergie à la connaissance et à la sagesse. Et puis peut-être aussi que Balzac, qui consacre une très grande partie de son énergie à la vie intellectuelle, a tout simplement beau jeu de nous dire qu'il a raison en vivant selon ses principes. Mais c'est fort possible aussi qu'il en doute, et finalement Balzac ne prend jamais vraiment position dans le roman. Et d'ailleurs, la manière avec laquelle il met en scène ce conseil, vouloir, pouvoir, savoir, est quand même très particulière, parce que Raphaël l'apprend de la bouche de l'antiquaire, mais l'antiquaire c'est pas un personnage solaire épanoui qui donne envie qu'on s'inspire de son exemple. Quand il donne ce conseil à Raphaël, ça ressemble quand même un peu à ça. Comment allez-vous? Je vais en vie. Alors certes, l'antiquaire a vécu longtemps et connaît sûrement plein de choses sur tout un tas de trucs, mais quand il t'explique comment t'es censé vivre ta vie, t'as quand même envie de lui dire « je vais réfléchir ». L'antiquaire se serait-il trompé en choisissant la voie de la sagesse et de la connaissance, et en réalisant alors que la mort approche qu'il n'a finalement pas vécu grand-chose?
C'est en tout cas ce qui arrive à Faust dans la première version de Goethe. Et puis il faut noter aussi dans le roman que tous les choix que Raphaël va faire s'expliquent par l'adolescence qu'il a vécue. Son père l'a obligé à étudier 24 heures sur 24 et il l'a privé de toute vie sentimentale, affective et sexuelle. Et sous les traits d'une personne très arrogante, Raphaël est surtout en fait devenu un adulte aigri et revanchard. On a donc le sentiment que Balzac ne se positionne pas vraiment sur la manière avec laquelle il faudrait utiliser la peau de chagrin ou son énergie vitale. Comme si toutes les solutions qui s'offraient à nous étaient finalement mauvaises parce que notre existence serait tragique et absurde. Quoi qu'il arrive et quoi que nous décidions, nous allons tous mourir et oui, c'est pas très gai. Alors est-ce que Balzac était pessimiste à ce point au début de sa carrière? Je sais pas trop, mais j'ai quand même une autre idée et on va finir là-dessus. Alors je sais pas si Balzac était pessimiste sur la condition humaine en général, mais ce qui est sûr c'est que le contexte dans lequel il a écrit La peau de chagrin ne l'a pas aidé. Parce qu'après tout, il existe probablement des solutions pour échapper à ce dilemme. Par exemple, une solution à la John Spartan. Vous êtes peut-être un peu trop clean, et toi, pas assez. Il doit y avoir un juste milieu. Je sais pas, vous trouverez. Putain, elle a raison! Bah oui, c'est pas si compliqué, il suffit de faire du en même temps. C'est pas si compliqué, sauf que ça semble impossible dans cette société naissante que décrit Balzac et qu'il n'aime pas du tout. J'en avais parlé dans la précédente vidéo, La peau de chagrin sort un an après la Révolution de Juillet, et Balzac y décrit la prise de pouvoir de la bourgeoisie, qui va substituer ses valeurs à celles de l'Ancien Régime. Des valeurs structurées autour du profit, du bénéfice et de l'intérêt particulier. Et ce nouveau paradigme social va décupler la force du désir sur les individus, en le cristallisant autour d'un catalyseur extrêmement puissant, l'argent. Et dans ce contexte, c'est compliqué de faire un bon usage de la peau de chagrin. Parce qu'après tout, Raphaël aurait pu s'en servir pour souhaiter le bien d'une autre personne, voire même de l'humanité tout entière. Bah oui, pourquoi pas. Mais dans une société dans laquelle l'égoïsme et la recherche du profit individuel sont devenus des modèles à suivre, ça lui vient même pas à l'esprit. Raphaël utilise la peau de chagrin pour s'enrichir et pour devenir célèbre. Et quand il se rend compte que la peau de chagrin va le mener à sa perte, il arrête de s'en servir, mais c'est déjà trop tard. La vanité, c'est décidément mon péché préféré.